Donc merci à toutes et tous d'être ici parmi nous pour participer à cet événement et notamment donc sur cette première table ronde qu'on a voulu en ouverture en fait pour vous donner à voir et à comprendre sur ce qui peut se passer à l'échelle d'une filière comme celle de l'automobile et vue sous plusieurs angles. Donc l'angle d'un responsable d'entreprise, d'un responsable en région et de la filière automobile côté représentation des équipementiers et des constructeurs. Et pour ma part, donc, je suis Jean-Marie Robert, je suis secrétaire national à la CFDT4 depuis le mois de juillet, mais je viens de la Fédération Métallurgie où pendant 8 ans, je me suis occupé de transition écologique dans l'automobile, notamment. On va commencer peut-être par une présentation. Caroline, si tu veux bien te présenter. Oui, bonjour à tous. En tout cas, merci beaucoup pour cette invitation. En tout cas, je suis très heureuse de pouvoir intervenir devant vous aujourd'hui, étant donné que la situation du secteur automobile est assez particulière, donc c'est bien de pouvoir échanger ensemble sur les différentes problématiques. Donc je suis Caroline Cohen, je suis directrice emploi, formation, compétences à la PFA. Donc la PFA, c'est la plateforme automobile qui rassemble l'ensemble des entreprises automobiles, c'est-à-dire les constructeurs, équipementiers et fournisseurs sous-traitants de l'automobile, donc la partie amont de l'auto. 4000 entreprises, 360 000 emplois en France, et donc j'ai en charge plus particulièrement l'accompagnement de tous les sujets, sociaux. Et la PFA a une particularité, c'est que nous présidons, le contrat stratégique de filière. Et la présidence est assurée par Luc Châtel, qui est le président de la PFA. Dominique ? Oui, bonjour, Dominique Toussaint. J'étais jusqu'à il y a une semaine le secrétaire général de l'URI Grand Est. Je suis aujourd'hui chargé de mission. Je suis par ailleurs membre du bureau national, mais c'est au titre de mon précédent mandat de secrétaire général que j'ai participé à l'action dont on va parler pendant cette table ronde. Merci beaucoup pour l'invitation en tout cas. Frédéric, je t'en prie. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, Frédéric Mercier. Alors, comme Dominique, en fait, moi, c'était il y a 1 mois et demi. J'étais secrétaire de la section établissement Île-de-France. Donc, j'ai passé la main à un plus jeune. Néanmoins, je suis au comité central de Renault et donc au CSE de l'établissement Île-de-France, qui comprend Guyancourt, le siège et plein de gens. On a, pour vous donner une idée, en fait, ça représente 14 000 salariés. Voilà, un petit site. Et donc, moi, ça fait 17 ans que je suis chez Renault, voilà, pour vous donner une petite idée. Voilà. Bon, c'est pas que des vieilles gloires, hein. Ils ont encore de l'activité, ils en ont encore sous le pied. Juste bon, pour contextualiser en fait le débat, en France, le secteur des transports représente 29% des émissions CO2. Donc l'agriculture c'est 20,6, l'industrie 19, l'usage dans les bâtiments c'est 18. La production d'énergie, 10%, et le traitement des déchets, c'est 3,6%. Donc, l'automobile est responsable de plus de 60% des émissions de gaz à effet de serre dans les transports, et le reste, les 38%, sont sur les camions lourds et légers, et les quelques pourcents qui restent, c'est les autres transports, en fait, qui sont contributeurs. Donc, ça met bien en évidence l'importance de la problématique automobile dans la gestion de la problématique CO2 et dans la transition écologique. Donc c'est pour ça que ce secteur, on l'a choisi pour illustrer le propos, parce que même s'il y a d'autres pans qui sont aujourd'hui en train d'être, on va dire, pris en charge par rapport à ces problématiques-là, celui de l'auto l'est de longue date, pour des raisons historiques, on va dire. Les normes CO2 sont en place depuis très longtemps, notamment les émissions, les rejets des gaz d'échappement, etc., etc. Et là, aujourd'hui, on se retrouve effectivement avec une problématique saisissante, dans la mesure où, par exemple, en France, la France, c'est le pays d'Europe qui a perdu le plus d'emplois dans l'auto ces 10 dernières années, avec... c'est 100 000 emplois ces 15 dernières années, pardon. C'est ça, 100 000 emplois ces 15 dernières années, pour des raisons diverses et variées. Et aujourd'hui, on est dans une problématique assez compliquée. L'actualité qu'on peut voir par ailleurs tous les jours met en évidence un certain nombre de fermetures d'entreprises dans le secteur automobile. Donc ce sujet, on l'a pris en charge il y a quelques années en arrière au travers d'une étude
sur la transition juste dans le secteur auto qui avait été fait avec la Fondation Nature et l'Homme et la FG2M, amenant un certain nombre de conclusions qui ont largement inspiré les règlements européens qui se sont mis derrière en œuvre, notamment celle de la fin des motorisations en 2035, plus un certain nombre de paliers et des exigences autour des batteries et notamment la problématique d'aller vers le véhicule électrique. Donc pour des raisons de transition écologique, tout en étant bien conscient des effets que ça avait sur l'emploi, du fait qu'il faut moins de personnes pour faire des véhicules électriques que ce qu'il en faut pour faire des véhicules classiques et thermiques. Voilà. Donc le sujet peut nous servir à nous comme porte d'entrée pour appréhender cette approche. Donc peut-être Caroline, tu représentes la filière automobile pour la PFA. Est-ce que tu peux nous dresser un tableau des quelques actions réalisées depuis ces dernières années en lien avec la transition écologique dans le secteur de l'auto et les services de l'automobile, oui, parce que c'est bien les deux sujets qui coupent. Tout à fait. Oui, merci beaucoup Jean-Marie. Je vais reprendre une partie aussi du diagnostic, en tout cas le contexte, puisque c'est bien de repartir de ces éléments-là pour finalement démontrer les actions que nous mettons en place ont un impact véritable sur l'emploi, mais plus globalement sur l'avenir de la filière automobile en France, puisqu'on représente la filière automobile en France, donc les entreprises françaises. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que la filière automobile vit la plus grande transformation de son histoire. Donc, j'ai tendance à dire que le secteur va beaucoup plus évoluer dans les 10 prochaines années qu'il n'a évolué durant les 50 dernières. Donc, c'est dire évidemment la vitesse de la transformation et la vitesse de la transformation pour les entreprises sur la chaîne de valeur, mais on va y revenir, mais également avec un impact sur l'emploi, avec d'autres éléments de contexte qui sont notamment le fait que l'entreprise, le secteur automobile était leader en termes de moteurs, fabrication de véhicules moteurs thermiques durant les 100 dernières années. Aujourd'hui, les décisions, il y a des décisions européennes, le paquet climat, où des décisions ont été prises avec la fin de vente de véhicules thermiques sur le territoire européen à horizon 2035. Donc, nous ne pourrons plus vendre que des voitures 100% électriques à partir de 2035 en Europe et donc en France, avec évidemment des impacts majeurs sur les entreprises, sur la chaîne de valeur et sur l'emploi. Et avec cette transformation, justement, cette transformation, donc 3 défis qui sont à relever par le secteur. Donc vous voyez sur le slide suivant. Donc une première transformation liée justement à ces nouvelles technologies avec des nouvelles énergies, l'électrique, également l'hydrogène, des e-fuels, etc. Donc différentes technologies qui sont testées par nos entreprises. La transformation numérique, notamment, qui est un grand défi également à relever par nos entreprises, avec notamment toute la gestion de la donnée, la gestion des batteries, recharge de batteries, etc. Et également une transformation sociétale avec une autre manière finalement d'utiliser la voiture avec du multimodal, multimodalité de transport par exemple. Ce sont des enjeux là qui sont structurels, donc des transformations que nos entreprises ont évidemment pris en compte, avec une trajectoire qui est aujourd'hui claire. Aujourd'hui, c'est 17% de véhicules électriques en France. En 2025, ça devrait être 22%. Vous voyez l'étape à franchir, sachant qu'aujourd'hui, on est dans un contexte de marché qui est flat en 2024 par rapport à 2023, donc autour de toujours 17%, avec un ralentissement du marché, avec des carnets de commandes qui sont pas forcément très élevés actuellement, et également avec une offensive chinoise que nous n'avons jamais connue encore jusqu'à présent, et donc tout cela est véritablement à prendre en compte. On a d'autres éléments également conjoncturels qui ont pesé largement sur la filière. Ce sont les différentes crises Covid, où finalement les entreprises n'ont pas repris post-Covid de la même manière dont elles fonctionnaient précédemment. La crise également de la chaîne d'approvisionnement liée à la crise des semi-conducteurs, mais également à la guerre en Ukraine, avec le coût de l'électricité, et donc l'inflation du coût des matières premières et le coût de l'énergie, qui a là aussi pesé largement sur nos entreprises. Et
quand on prend l'ensemble de ces éléments, en fait, et comme on comprend très rapidement que le secteur automobile est une industrie de process, ça veut dire que notamment les entreprises qui peuvent être considérées les plus fragiles, qui sont les équipementiers et sous-traitants, en fait, vont vivre sur les volumes. Aujourd'hui, les volumes ne sont pas totalement là. En tout cas, par rapport à la trajectoire qui est fixée. Et on se retrouve dans une situation aujourd'hui qui est, alors, liée à ces différentes raisons, à 100 000 emplois perdus durant les 10-15 dernières années, et avec des risques sur l'emploi pour d'ici à horizon 2030, autour de 65-80 000 emplois qui seraient menacés dans les différents territoires automobiles, donc en France. On a 8 grands territoires automobiles en France. Donc évidemment, nous avons travaillé collectivement avec les organisations syndicales, avec les régions, avec l'État, bien entendu, bref, avec l'ensemble de l'écosystème, pour trouver des solutions pour sécuriser nos entreprises et sécuriser l'emploi dans les territoires. Donc nous avons signé un contrat stratégique de filière le 6 mai dernier avec l'État, avec les partenaires sociaux, la CFDT qu'on remercie aussi pour tout ce soutien parce que on ne peut pas faire sans les partenaires sociaux. Pour nous, c'est absolument indispensable de travailler avec vous pour accompagner tout ce changement et sécuriser l'emploi avec des parcours qui vont être des parcours accompagnés de reconversion, que ce soit en interne ou en externe, le cas échéant. Et donc avec 2 grands volets. Donc, je vais résumer ces 3 volets. 2 grands volets. Un premier volet qui est de renforcer l'attractivité du secteur. Parce que malgré tout, le secteur est en pleine transformation. On entend parler de toutes les crises qu'il y a actuellement, de tous les plans sociaux, mais il y a aussi la création d'une nouvelle chaîne de valeur pour passer à l'électrique. Il y a de l'investissement, des investissements majeurs qui ont été faits par nos entreprises, des milliards d'euros sur l'économie circulaire, sur le recyclage, sur le réemploi de pièces, sur le prolongement de la durée de vie des véhicules. Et ça, notamment un projet Renault qui est porté par Renault, qui est le projet Refactory. Également, l'implantation de gigafactories de batteries, avec la création nette d'emplois de 17 000 dans la région des Hauts-de-France, avec des investissements également sur l'hydrogène, avec des investissements également sur l'électronique de puissance. Comment faire fonctionner un moteur électrique et que cela finalement se parle au niveau de la voiture avec un convertisseur de puissance, etc. Bref, des choses qui sont très techniques mais qui demandent de nouvelles compétences. Pas forcément des nouveaux métiers, mais des nouvelles compétences. En tout cas, des investissements majeurs qui ont été faits partout en France, par nos entreprises, et qui créent des emplois ou qui vont demander de l'accompagnement, à de la reconversion interne ou externe. Et donc, pour répondre à ce volet d'accompagner les restructurations du secteur, nous avons monté des projets collectifs, parce que nous savons que l'union fait la force. On utilise souvent cette phrase, mais elle est réelle aussi dans la filière automobile, et nos entreprises ont d'ailleurs véritablement compris cela aussi. Pour accélérer la transition, mais pour la réussir, il y a un enjeu sur les compétences qui est majeur. Et donc, nous avons monté des projets collectifs et saisi les opportunités de France 2030, et notamment des programmes d'investissement d'avenir et des appels à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir, pour investir 135 millions d'euros dans la formation. Alors la formation, c'est notamment la création d'infrastructures de formation. Je vais vous en citer par exemple 2 ou 3, la création de la première école de batterie en France qui a été implantée près des usines de production de batteries dans la région des Hauts-de-France, donc un projet collectif. Également la création de la e-mobility Industrie Academy à Cléon, puisque une des entreprises, un des sites Renault a été converti sur la fabrication de moteurs électriques, et une académie de batterie une académie sur la fabrication de moteurs électriques a également été implantée sur ce site, en lien avec nos campus des métiers et des qualifications qui font le lien entre l'État, les établissements scolaires, universitaires et les écoles d'ingénieurs également, et avec les organismes de formation qui sont également implantés au plus proche des bassins de production pour accompagner justement toute cette transition. Donc nous avons ces projets qui sont concrets, nous avons donc les infrastructures de formation, nous avons les outils de formation, nous avons des approches pédagogiques qui sont également innovantes pour accompagner cette transfo. Pour accompagner cette transformation également,
nous savons qu'il va y avoir, donc là on est dans la partie plutôt, là ce que je vous présente, les 135 millions d'euros, on est sur les métiers d'avenir, nouvelles compétences, mais on a aussi des entreprises qui vont souffrir de cette transition. Et c'est le cas d'ailleurs de tout ce qu'on voit dans la presse et de tous les plans sociaux qui ont été déclarés là en l'année 2024. Ça va se poursuivre, nous le savons. Et il faut accompagner au mieux les salariés vers d'autres horizons de manière sécurisée et dans le même territoire pour préserver leur projet de vie. Donc pour cette raison, donc là ce sont les projets AMI CMA, donc les 135 millions d'euros où là on a toute l'infrastructure de formation qui va permettre justement ces reconversions vers les métiers d'avenir et vers des entreprises. L'idée c'est aussi de favoriser la mobilité des salariés en passant d'une entreprise finalement qui périclite vers une entreprise qui recrute et prioritairement dans la filière automobile, que ce soit d'ailleurs l'amont de l'automobile, donc la partie plutôt construction, ou l'aval de l'automobile, c'est-à-dire les services de l'automobile, les garagistes, qui eux aussi vont devoir passer un cap qui est assurer la maintenance de véhicules électriques et pas seulement que de véhicules thermiques. Et donc nous menons actuellement des travaux avec l'État, avec les régions et avec les partenaires sociaux pour identifier les territoires les plus fragilisés par cette transition, pour les accompagner et faire des parcours sur mesure. Et je vais vous citer un exemple, puisque vous avez d'ailleurs, Madame avait cité Transco. C'est un dispositif que je connais bien puisque j'ai travaillé au ministère du Travail. Nous avons eu recours au dispositif Transco, donc transition collective, pour accompagner notamment des salariés de Stellantis dans la région des Hauts-de-France, pour qu'ils puissent rejoindre, pour leur assurer un avenir, puisque le site allait en tout cas fermé, pour les accompagner vers une Gigafactory batterie implantée à 300 mètres. Donc nous avons construit tout un parcours de formation individualisé et sécurisé, également, de entre 150 et 400 heures en prenant en compte les compétences acquises et développées durant toute leur carrière par ces personnes, qui avaient pour certains 30 ans d'expérience et 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise, pour les accompagner de bout en bout. Et aujourd'hui, ce sont plus de 250 salariés de Stellantis qui ont rejoint l'entreprise ACC, donc une des Gigafactory batteries et donc métier d'avenir. Donc, en résumé, un accompagnement prospectif avec des outils qui sont des études pour éclairer l'avenir. Ces études nous servent à mettre en place pour les 5 prochaines années l'infrastructure de formation qui convient et également de mettre en place des outils opérationnels avec des cellules territoriales pour accompagner les salariés qui seraient fragilisés par les transitions. Et le deuxième axe de notre contrat stratégique de filière, c'est bien entendu d'assurer un avenir pour la filière automobile et de pouvoir attirer les compétences au bon moment et au bon endroit et sur les nouvelles compétences liées à la transition vers l'électrique. Et pour cette raison, nous avons construit collectivement aussi, alors là avec nos entreprises, en dehors de l'État, un grand programme attractivité pour faire connaître les nouveaux métiers du secteur automobile, parce qu'il y a beaucoup de préjugés, évidemment, sur la manière dont on travaille dans le secteur automobile. Alors, il y a aussi les réalités. On montre les réalités du travail dans l'automobile. On ouvre les entreprises. On montre l'environnement de travail. Et on montre également les parcours qui ont pu être réalisés par certains des salariés de nos entreprises. Et donc, on a lancé, lors du Mondial de l'Auto, une série web composée de 11 épisodes et qui est diffusée sur les réseaux sociaux pour, dans un premier temps, et du moins pour une première intention, attirer les jeunes vers notre secteur. À charge ensuite aux entreprises de travailler leur marque employeur. Et leur marque employeur, évidemment, on parle de salaire, on parle de conditions de travail, on parle plus globalement de qualité de vie au travail. Merci Caroline, notamment de ta dernière intervention qui pointe le paradoxe, effectivement, d'être dans une filière qui est dans un même temps à la fois avec des pertes d'emplois massifs et des problématiques d'attractivité, et notamment chez les ingénieurs et cadres, où on n'attire pas forcément les talents dans la filière auto.
Ce qui est intéressant aussi, c'est de mettre en évidence effectivement qu'il y a une approche nationale filière, alors qui dépasse effectivement le champ conventionnel un certain nombre de nos fédérations. Par exemple, au point de vue CFDT, ça embarque à la fois la métallurgie, la chimie, la plasturgie, le caoutchouc, effectivement, au niveau national et après dans les territoires. Et du coup, Dominique, dans ta région, donc tu as une empreinte automobile qui est forte, et notamment avec des acteurs qui sont fortement en lien avec les motorisations thermiques. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les actions qui ont été menées en région pour prendre en charge les impacts sur ton territoire, par exemple, s'il te plaît? Merci. Oui, je vais essayer dans le temps imparti. Alors oui, pourquoi la filière automobile en Grand Est? Parce que comme tu l'as dit, elle y a un poids très particulier. Enfin, d'abord, la région Grand Est, historiquement et encore aujourd'hui, est une région avec un socle industriel très important. Si on le compare à d'autres régions, bien moins important qu'il ne l'a été il y a 50 ans, mais encore beaucoup plus important que dans d'autres régions. Et qu'à l'intérieur de ce socle-là, le poids de la filière automobile est vraiment déterminant. Pour vous donner une idée, c'est 10% de l'emploi privé dans la région. La filière automobile à elle seule. À savoir quelque chose comme 58 400 salariés. Directement impactés, évidemment, par le passage du moteur thermique au moteur électrique, puisque nous avons à l'intérieur de cette filière-là toute la partie construction moteur qui est très importante. Donc des pertes estimées en fonction des scénarios entre moins 25% et moins 70%. C'est pas moi qui le dis, c'est la fameuse enquête CFDT FNH dont parlait Jean-Marie tout à l'heure, et qui pour nous a été un peu le déclencheur, quoi. C'est-à-dire que on savait qu'il y avait cette situation, on a vu passer cette enquête, enfin on en a largement parlé à l'intérieur des cercles CFDT. Et donc on s'est dit qu'il fallait absolument faire quelque chose. Il y avait un autre élément de contexte qui était qu'en Grand Est, depuis 2020, nous bénéficions d'une conférence sociale régionale, là aussi sous l'impulsion de la CFDT, et qu'on s'est dit qu'il y avait là un vecteur qui allait sans doute nous servir pour pouvoir avancer dans notre idée de faire bouger les lignes. C'était pas encore très très clair à ce moment-là, et donc il y a d'abord eu tout un travail j'allais dire d'acculturation. On a beaucoup travaillé avec Jean-Marie, justement, dans ses précédentes responsabilités, pour qu'on se mette, nous, bien d'accord sur l'état des lieux et sur les perspectives possibles. Et puis, on a fait du lobbying, quoi, pour ne pas dire de bêtises. Enfin, voilà, ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire qu'on a rencontré, à plusieurs reprises, le conseil régional. Moi, je me souviens notamment d'une rencontre avec Jean-Marie auprès du cabinet du président de région, pour vraiment les embarquer dans cette idée que, il y avait un enjeu stratégique pour la région, 2, il y avait des leviers sur lesquels on pouvait agir pour essayer de non seulement de limiter la casse, mais en plus de réussir une transformation d'activité, quoi. On l'a fait aussi au niveau de l'État, etc. On l'a fait au niveau de tous les acteurs qu'on avait identifiés. Dans le même temps, on a essayé d'embarquer un maximum les syndicats CFDT, avec là aussi tout un certain nombre d'actions de présentation de cette étude, des perspectives et de comment est-ce que ça pouvait se jouer chez nous. Tout ça prend du temps, évidemment, et on arrive en 2024, où là on revitalise la conférence sociale, si je puis dire, c'est-à-dire que son précédent fonctionnement nous allait pas bien, où en gros il y avait 2 plénières, et entre les 2 plénières par an il se passait pas grand-chose. Et donc là, on met en place, là encore, sous impulsion de la CFDT, quelque chose de plus opérationnel, avec un bureau, avec un exécutif, avec compris des gens qui commencent à se connaître et qui déterminent ensemble des façons de travailler, quoi. Et les façons de travailler, elles sont assez simples. On choisit un sujet, on n'en choisit pas 50. On se fixe un calendrier de 6 mois pour aller au bout de l'élaboration d'un projet, avec à chaque fois le souci de déterminer un sujet sur lequel on a des marges de manœuvre locales. Ça sert à rien d'être dans l'incantation par rapport à des politiques nationales quand on est au niveau local. Et donc, avec le travail précédent qui avait été fait, très naturellement, le sujet qui est sorti, bingo, c'est la filière automobile. Voilà. Et donc, on s'est mis d'accord au niveau du bureau de la conférence sociale pour affiner encore la cible. Et la cible qu'on a choisie, ce sont les sous-traitants de rang 2 et de rang 3 de la filière automobile. Parce qu'on est parti du principe, et nous on a beaucoup porté ça, que les grands groupes, Stellantis, Renault, vous en avez parlé, enfin,
avaient déjà entamé cette transition, avaient leur stratégie, avaient leur plan d'action. On pouvait les partager ou pas les partager, ça c'est encore un autre sujet. Mais en tout cas, les choses étaient en route. Et que par contre, on avait cet angle mort autour de tout un réseau de sous-traitants qui, pour certains, n'avaient même pas conscience du fait que il fallait arrêter de fabriquer des pièces de moteurs thermiques, puisque très rapidement, il n'y aurait plus de moteur thermique. Bon. Et donc, on a formalisé ce projet qui va autour de 3 axes, en quelque sorte. Le premier, c'est... d'abord, le parti pris, c'est de rencontrer l'ensemble des sous-traitants. C'est très ambitieux, hein, l'ensemble des sous-traitants de la filière en région. J'ai plus le chiffre, je l'ai sur mon ordinateur, mais il vient de s'éteindre, sinon c'est pas drôle. Oui, c'est ça, c'est aux alentours de 200. Donc c'est de les rencontrer tous et de travailler avec eux autour d'un certain nombre d'axes très, très concrets. Le premier, c'est évidemment un point de situation. On l'a déjà, j'allais dire, avec les documents dont dispose l'État, etc. Mais vraiment d'aller voir à l'intérieur de l'entreprise. Quels sont selon eux la situation, les enjeux, les axes sur lesquels il faut travailler. Avec une boîte à outils dans laquelle il y a une aide à la diversification, une aide à la RH et une aide à l'anticipation des conséquences sociales, avec notamment un volet formation pour l'ensemble des salariés qui vont être impactés, y compris les sous-traitants. On avait élaboré tout ça avant qu'il y ait cette actualité chaude en ce moment-là, avec tout ce dont tu viens de parler. Donc ensuite, tout ceci étant décidé, il y avait la question du financement, et on s'appuie sur 2 dispositifs principaux. Le premier, c'est un EDEC. Le deuxième, c'est une délibération du Conseil régional qui met la même somme que l'État au niveau de l'EDEC. Voilà, donc on fait l'EDEC x2. Et puis on va en plus chercher un certain nombre de financements, évidemment, publics ou privés. Sachant que tout ça, j'allais dire, c'est essentiellement le financement qui sert à l'ingénierie, puisque ensuite, ce qu'il va falloir, c'est rapprocher les acteurs des dispositifs existants. On n'est pas avec un problème de dispositif, en fait. Hein. On est avec un problème de prise de conscience d'un certain nombre d'acteurs ou d'éloignement d'un certain nombre d'acteurs des dispositifs existants, quoi. Donc, le porteur de projet vient d'être désigné par le bureau de la conférence sociale. C'était fin novembre, donc voilà, on est dans une actualité très très immédiate. C'est la CCI, le pôle véhicule du futur et Transition Pro. Avec l'intérêt justement de ces 2 derniers acteurs, la CCI est plutôt là sur le portage administratif. Pôle du futur va aller rencontrer les directions. Transition Pro va aller rencontrer les salariés. On peut le regretter qu'on soit dans cette dichotomie-là. Mais ça se passe comme ça. C'est-à-dire que si c'est la CFDT qui se promène, par exemple, qui rencontreront pas exactement les mêmes chefs d'entreprise que si c'est le pôle véhicule du futur. Je me permets de compléter justement. Pôle véhicule du futur, en fait, c'est le pôle de compétitivité automobile de la région Grand Est, alors qui couvre Grand Est plus Bourgogne-Franche-Comté et qui est le relais de la PFA sur les actions régionales, donc qui représente les entreprises automobiles à l'échelle régionale. D'où justement le contact et la relation particulière que PVF peut avoir justement avec les entreprises. Ce qui permettra, on l'espère, la réussite du projet. Je pensais que le monde entier connaissait le pôle véhicule du futur, mais vous faites bien de préciser. Donc voilà où on en est, avec un déploiement qui commence. Hein, c'est dès janvier que les premières rencontres vont avoir lieu. Ce qui est prévu juste après, c'est en quelque sorte un débriefing des réunions par bassin d'emploi. Ça aussi, ça a été un choix. Pour à chaque fois partager le diagnostic par bassin d'emploi et avec les acteurs locaux, essayer d'imaginer les solutions possibles. On voit bien de quel ordre elles peuvent être. Et nous, notre travail dans tout ça, il va être de plusieurs ordres. Alors d'abord, on a obtenu une chose qui, moi, me paraissait fondamentale, c'est que le comité de suivi, ce sont les signataires de l'accord, donc y compris les partenaires sociaux, mais uniquement les signataires. Et puis notre sujet, ça va être de voir évidemment avec le prestataire, puisqu'au fur et à mesure le projet va s'affiner. Et puis ça va être d'éviter les tuyaux d'orgue. Justement, je vous parlais tout à l'heure de ce système où il y a un opérateur qui rencontre les chefs d'entreprise, un autre qui rencontre les salariés. Voilà, il va falloir qu'on veille à ce que les restitutions permettent un peu de passage d'infos entre ces 2 tuyaux-là. Et justement, j'en viens à la cerise sur le gâteau, se pose
à ce moment-là la question de la place particulière de l'encadrement, voilà, qui très honnêtement aujourd'hui n'a pas encore été très réfléchi par le groupe de pilotage, parce qu'on est au tout début en fait du déploiement de l'action. Mais là, on a un truc à jouer effectivement avec ce groupe particulier. Voilà, donc on réglera pas l'ensemble des problèmes de la région avec ça, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que s'il n'y avait pas eu la CFDT, ce dispositif n'existerait pas. Et donc, on peut déjà être très content de ça. Merci Dominique. Je vais juste mettre en lumière aussi que c'est un travail qui s'est fait en tenaille entre guillemets entre le national et le régional aussi, parce qu'on a porté les mêmes stratégies, que ça soit au niveau, donc Caroline est là pour en témoigner, de ces conférences sociales partout en France et y compris au niveau national, et en région on l'a fait, et c'est bien cette double attaque qui a pu permettre à un moment donné de concrétiser les choses, notamment sur ton territoire. Je rebondis juste sur ta dernière partie, sur la question de l'encadrement, c'est la question aussi de transformation des métiers liés au changement technologique, et notamment aussi avec des problématiques qui arrivent autour de l'usine 4.0, de l'arrivée de l'IA, par exemple, qui auront aussi un impact sur les métiers, et notamment les métiers au niveau ingénieur. Donc là, je vais me retourner vers mon camarade Frédéric. Donc, tu en profiteras pour rappeler ton pédigré de ce côté-là, côté ingénieur. Donc, Fred, Renault a fait sa révolution. Il y a peu, avec un nouveau découpage, donc avec d'un côté les activités électriques avec Ampère, de l'autre côté les activités thermiques avec Horse. Ça n'a pas été sans impact au niveau de l'Île-de-France. Donc, est-ce que tu pourrais, par exemple, nous en dire plus sur ce point-là, s'il te plaît? Oui, absolument. Je vais juste m'autoriser un petit retour en arrière pour vous expliquer notre changement d'état d'esprit chez Renault et ce qui nous est arrivé en pleine tête, quoi. On va dire que en 2010, finalement, on lançait Renault Zoé, véhicule électrique, voilà, sous l'ère Carlos Ghosn. C'était un pari. On était en alliance avec Nissan, qui lui avait la Nissan Leaf, qui devait conquérir la Californie. Finalement, on a vendu énormément de moteurs diesel 5 DCI. On s'en cache pas, sur des petits véhicules. Ça a fait notre fortune. Monsieur Ghosn voulait qu'on soit le plus gros constructeur mondial en 2018, l'Alliance. Donc on l'a été en termes de volume, hein, et on l'a payé très cher derrière. Lui s'est fait la malle et on en a pris pour 5 milliards, hein, finalement. Tout le monde a pris le bouillon. Tout ça pour vous dire que avec un nouveau patron qui a fait un constat que déjà Nissan était parti, Mitsubishi aussi. Et je vous cache pas, dernièrement, on a perdu la Russie. Hein, c'était quand même un gros montant qu'on avait mis dans la plus grosse usine du monde. On a perdu 1 milliard d'un seul coup. Donc on arrive, le nouveau patron fait le constat que il va falloir passer avec un autre modèle. Donc avant de vous parler de l'aspect Ampère, Horse et compagnie, il a fait une petite, un ajustement des effectifs sur l'année 2021-2022. On a perdu 4500 salariés au volontariat. Donc après 4500 sur combien, on va dire grosso modo 30 000 et quelques. Voilà. Donc ça fait un peu de mal. Ça, c'était 2021-2022. Et en 2022, on a abordé donc de grosses discussions sur la nouvelle maquette proposée par Luca De Meo. Donc, on a eu beaucoup de consultations. On s'est fait accompagner par les experts en comité central social et économique. Et la CFDT a été hyper proactive puisque le secrétaire du CCSE, c'est quelqu'un de la CFDT. Et on a voté favorablement pour accompagner l'entreprise dans cette transformation. Donc les choix qui étaient faits par Luca De Meo, c'était toute l'activité moteur thermique, hybride, boîte de vitesse, ça sort et ça va dans une entité qui s'appelle Horse, où Renault est majoritaire, mais le partenaire est Geely, donc un énorme chinois. Geely étant propriétaire de Volvo, Polestar, sa propre marque, enfin l'un des plus gros chinois quoi. Il y a BYD et Geely et MG. Donc finalement on a vendu ce qu'on appelait nos pépites dans le système. Voilà, pas le choix. Bon, ça peut se dire là maintenant. On y a glissé une partie de la dette
c'est la règle. Et donc ça s'est fait début 2023. Et c'était plus trop une activité qui était faite en France, puisque Cléon, qui faisait la plupart des moteurs thermiques, avait déjà subi une partie de sa transformation pour faire que de l'électrique. Donc les moteurs maintenant sont faits en Espagne, en Roumanie, mais plus en France, quoi. Les moteurs thermiques sont plus faits en France. Donc ça c'est le premier étage, c'est la partie Horse. Donc très peu de salariés impactés en France sur le sujet, puisque on avait déjà fait la transformation. En revanche, c'est décidé d'aller sur Ampère. Donc Ampère, c'est la filiale dédiée. Alors, il y a Ampère et Ampère Software Technology. Ampère, c'est la partie filiale qui est dédiée à la fabrication de véhicules électriques en France. Donc ça concerne, pour les véhicules particuliers, ça concerne majoritairement l'usine de Douai. Et puis il nous reste des véhicules utilitaires qui sont faits à Maubeuge et Sandouville-Batilly, plein de sites encore. Donc cette partie Ampère, ça s'est décidé en octobre 2023, et de fait, on a transféré une grosse partie des salariés. Donc sur le site de Guyancourt, où nous étions pas loin de 10 000, on a perdu 2500 salariés d'un seul coup qui ont basculé dans une filiale, tout en étant toujours voisins de bureau. Sympa pour les accords qui ont été maintenus pendant 15 mois. Donc ça, c'est pas que anecdotique, parce que je vous dirais ce que ça devient après des accords au bout de 15 mois. Ça complique la vie. Donc ça, c'est la partie Ampère et Ampère Software Technology. Dans un même temps, on a racheté une entité Intel qui était basée à Sophia Antipolis. Il y en avait une à Toulouse et une à Sophia, qui sont dans la même... en fait, ils sont dans la même fédé parce que c'était des fondeurs. Ces gens qui font sont des fondeurs. Donc ils sont dans notre fédé. Donc ça, c'est pour la partie Ampère Software Technology. Donc finalement, ces deux entités, fabrication de véhicules électriques connectés, c'est la différence avec la Zoé. Maintenant, on parle de véhicules électriques, mais en fait, il faut parler de véhicules connectés, électriques connectés. Ça n'a pas le même sens. Quand vous achetez une Tesla, c'est ce qui a fait le succès de Tesla, c'est son look en partie, mais le fait que ce soit connecté. L'air de rien, mine de rien. Et ce que les Chinois nous vendent, ce sont surtout des véhicules connectés. J'en profite pour vous dire, réfléchissons où vont nos données. Faut peut-être y penser. Bref. Donc, que je perde pas le fil. Donc sur Ampère, oui. donc Ampère dorénavant, ça correspond à peu près à 10 000 salariés, et ce qui reste dans Renault SAS, c'est à peu près autant. Voilà, on est vachement moins. Donc ce qui reste chez Renault, c'est l'aspect support, de l'ingénierie pour faire la caisse en blanc, des choses comme ça, et puis pour les usines, elles sont Ampère, quoi. Donc on a perdu tout cet aspect-là. En termes de négo, on n'a pas eu les formations qui ont suivi. Voilà, je vous le dis tout de suite. Pour l'instant, on n'arrive pas à recruter. Dans Renault, on a encore une partie qui est la partie qu'a définie Caroline tout à l'heure, qui est la partie Refactory Flins, qui était une usine de fabrication des Zoé, et qui a fini en faisant des Micra. Donc les Micra, c'est un succès fou, il y en a partout. Donc Flins, c'est quand même une énorme usine qui fait aujourd'hui, qui a son cœur de meule, sont deux activités. Une qui est le reconditionnement de véhicules d'occasion. C'est-à-dire que quand vous prenez une voiture en leasing ou quelque chose comme ça, sur 3 ans, après elle repasse dans l'usine, elle est remise pratiquement flambant neuve, et elle est remise dans le circuit. Et ça peut être des voitures un peu plus vieilles d'ailleurs. Et il y a une autre partie de Flins qui est intéressante, qui est de la déconstruction, et non plus de la démolition. C'est-à-dire qu'avant, il y avait qui démolissaient brutalement les voitures. Maintenant, elles sont déconstruites, c'est-à-dire qu'on récupère toutes les pièces, tous les matériaux, et l'idée, c'est de récupérer le lithium, le plastique, et le remettre dans nos véhicules, à la fabrication. Donc ça, cette activité de Flins, je vais pas vous mentir, c'est pas florissant.
On a eu un CCSE il y a très peu de temps, là, cette semaine, et donc il a été décidé de mettre un observatoire des métiers pour Flins, parce que c'est pas au trait, il faut continuer à les accompagner. Ça reste un pari, ce genre de choses, et donc il faut encore soutenir l'activité pour que ça aille de mieux en mieux. Donc ça, c'est pour la partie Flins, je dis les choses telles qu'elles sont, malheureusement. Donc ça a été décidé la semaine dernière. Pour les autres parties, les derniers accords tombant au gré du vent, là, on vient de signer ce matin même un accord qui va être pas forcément favorable pour les cadres, mais qui permet de maintenir des problèmes d'activité partielle dans les usines, au cas où. Parce que le carnet de commande de la Renault 5, je peux le dire, c'est officiel, il est à 110 000 aujourd'hui, véhicules. Bon, Renault, ça fait en grand max, véhicule particulier, véhicule utilitaire. Si on fait 2 millions de voitures, c'est petit poussé de l'automobile. Donc, les carnets de la Renault 5, c'est 110 000. Le carnet de la Scénic, on en a vendu 8 000 véhicules de l'année, 2024. Donc on continue à vendre beaucoup d'hybrides, des choses comme ça, de la Dacia, ce qui fait que la transition, l'aspect RSE, ça a un prix. On continue à le payer. On le paye possiblement moins cher que d'autres constructeurs parce que on a eu une réduction des effectifs en 2021 et 2022. Finalement, le fait que Carlos Ghosn soit parti et que Nissan nous soit parti, ça nous a obligés à réagir avant les autres et à être bien face à nos réalités. Et la CFDT a pris ses responsabilités systématiquement. C'est-à-dire qu'on a voté beaucoup d'accords, qu'on a discuté, et on a accompagné les salariés. Alors ça a un coût, je peux vous le dire, on a eu des résultats, on a eu des élections, ça a un coût, on a perdu pratiquement 5 points, voilà, en termes de résultats, mais c'est assumé. Et je pense que c'est un moindre mal parce que sur les passages, je pense qu'il y a eu des plans, des PSE, de plans de départ, alors que là, on a négocié systématiquement que du départ au volontariat, sous couvert de rupture conventionnelle collective ou de dispense d'activité. Et on arrive quand même à avoir un petit mieux pour le recrutement. On a augmenté le salaire à l'embauche, on augmente des choses, quoi. Et on a des académies aussi. Donc formation, on a beaucoup de partenariats avec les écoles pour former soit sur la cyber, soit sur l'IA, soit sur la partie électronique. On a encore du boulot face aux Chinois. Après, il faut pas se voiler la face. On peut être très content d'avoir une Gigafactory. J'en suis très content. En revanche, quand vous mettez en face à des Chinois, l'automobile, ça reste hyper concurrentiel, géopolitique, multifacteur, enfin c'est le produit le plus complexe que je connaisse. Les Chinois, eux, ils ont les mines, le raffinage, les cellules, chacun prend 5 à 10% à chaque fois. Donc même quand vous avez une Gigafactory, vous avez quand même 25% de surcoût, quoi, sur la batterie. Voilà. Et sans compter que, j'en rajoute une couche, si vous êtes sur du lithium, le prix mondial du marché du lithium, ça fluctue pas mal, sauf que les Chinois, ils s'en foutent parce qu'ils ont leur mine. Donc ça refait coup double. Donc la transition vers le véhicule électrique, on est en bonne voie, mais je pense qu'il faut, je vais faire de la pub, faut acheter français, quoi. Non, franchement, sinon on va se prendre un bouillon. Les Chinois, ça fait 15 ans qu'ils y bossent. Ils font un dumping sur le prix de leur voiture, hein, l'État est derrière. Faut pas se leurrer. Et puis un constructeur généraliste comme Renault, et après je libère la parole. Lui, il est encore soumis à la norme café européenne, donc les émissions de gaz, de CO2 par véhicule. Donc on est limité pour 2025 à 95 grammes de CO2 au kilomètre. La Chine, c'est 122, le Japon, c'est 122, et les États-Unis, c'est 125. Ouais.
Donc Renault est sur le marché majoritairement européen, donc il doit arriver à ces 95 grammes. Ça veut dire quand même qu'il faut qu'on vende 20 à 25% de véhicules électriques. Ça va être limite. Ça dépend ce que tu vends comme thermique, donc faut faire le calcul. Si c'est une Austral, une Arcana, machin, ce sera pas pareil. On le change tous les jours, la jauge. Mais voilà, on est dans cet ordre-là. C'est plus de 20% de façon de voiture qu'il faut vendre en électrique. Donc on ne sait pas si on va y arriver, on n'y arrivera pas sans vous. Et puis après, l'autre moyen d'y arriver, c'est de dire, est-ce que je paye quand même l'amende? L'amende, c'est 90 € par gramme supplémentaire, au-dessus des 95, par véhicule vendu. Ça se calcule. Et l'autre partie, c'est de racheter les quotas de CO2 à Tesla, par exemple. Voilà. Donc dans ce jeu-là, je ne suis pas certain que ce soit la bonne idée. Il en a pas besoin de toute façon. Et pour Renault, on est en phase de déséquilibre avant, dirais-je. C'est-à-dire qu'on est bien parti, mais il faut faire attention. Je suis pas sûr qu'on trébuche pas avant d'aller jusqu'au bout, quoi. Donc c'est un peu ça l'idée. Et je pense que je suis assez exprimé pour Renault. Non, mais merci Frédéric. En fait, ce que tu viens de mettre en évidence, c'est assez fondamental. Sur les effets emploi, on a nos camarades de Bourgogne-Franche-Comté ici présents là. Faut juste savoir, par exemple, qu'à Sochaux, dans les années 70, il y avait plus de salariés à Sochaux, rien que à Sochaux, que dans tout le groupe Stellantis aujourd'hui. Il y avait plus de 40 000 salariés à Sochaux dans les années 70. Ce qui s'est passé, c'est que c'est principalement des métiers ouvriers qui ont disparu sur ce secteur-là. Et comme tu viens de le souligner, Frédéric, aujourd'hui, les métiers qu'on est en train de rechercher, c'est plutôt des métiers techniciens, ingénieurs, pour lesquels on a du mal aussi à créer les postes, quoi. Donc la question que tu mettais en évidence tout à l'heure sur l'attractivité, elle est fondamentale et c'est un enjeu majeur pour réussir la transition écologique. Alors est-ce qu'elle est juste avec aujourd'hui, je crois que c'est plutôt un scénario à 4 degrés qui tient la corde, si on en reste aujourd'hui à la cible sur laquelle on est. Donc juste au niveau local, juste au niveau régional, national, européen ou mondial, ça va être compliqué effectivement à appréhender comme résultat. Pour autant, sans complexe, la CFDT avait porté des messages autour du label Origine France Garantie avec un taux d'intégration à 65%. Une partie de la réponse, elle passe effectivement par le comportement des consommateurs en termes d'achat de véhicules neufs et véhicules d'occasion. Parce que on n'a pas parlé, mais une des façons aussi effectivement de faire avancer la transition écologique et qu'elle soit juste, c'est remettre en circulation des véhicules plus écologiques dans le circuit de l'occasion. Et citer là Frédéric aussi au titre de Renault, c'est que Renault a à la fois la partie conception, fabrication, vente, commerce, réparation, distribution et recyclage. Donc il y a cette approche-là aussi qu'il faut arriver à avoir, une approche générique globale et d'une filière la plus intégrée possible soit-elle, on va dire. C'est pour ça que les travaux qui avaient été initiés au niveau national, notamment au niveau des comités stratégiques de filière, avoir des échanges avec ceux de l'automobile, avec l'électronique, avec le recyclage. Enfin, je vois, même si je suis encore dans les réseaux de diffusion et je vois que ça matche bien. Donc cette approche globale, elle est là, elle a du sens. Pour autant, l'efficacité du système aujourd'hui, quand on voit le nombre d'emplois qui sont perdus au regard de ce qu'on peut avoir comme marge de progrès en termes de nouveaux métiers, le solde il est pas du bon côté. Donc ça, de toute façon, on en est tous conscients. Donc en tout cas, je vous remercie. Bon, il est 15h05. On a une petite dizaine de minutes, si vous le souhaitez, pour avoir des échanges avec la salle. Merci. Je me présente, Dominique Desbois. Je suis militant CFDT Hydrae et je suis invité par la délégation FGI, par ma fédération FGI FGA, enfin Agréagro. Et j'avais une question qui porte sur les émissions. Vous avez évoqué les normes d'émissions européennes et comment la filière française, enfin les différents opérateurs de la filière calculent leurs émissions. Alors
Je vais vous dire en quantité ou enfin en volume ou en valeur. Alors je vais vous dire, il y a une arrière-pensée derrière la question. C'est parce qu'il est apparu, selon certaines sources, que le secteur des services numériques, en particulier les GAFAM, calculent leurs émissions en prenant le prix de la tonne d'équivalent CO2 en le calculant d'après le marché d'émission des droits pollués. Et en fait, cet artifice, on peut parler vraiment d'un artifice comptable, parce que le prix de la tonne d'équivalent CO2 n'est pas le même sur toute la planète. Et à ce moment-là, ça permet de sous-estimer en fait ces émissions. Voilà l'hypothèse sur laquelle je travaille. Voilà. Merci. Et merci pour vos interventions. Deuxième question, Jean-Marie, deuxième question. Oui, bonjour, Jean-Jacques Boucher de la fédération FEAE, Fédération Défense. J'ai une question un peu néophyte. En 2035, on doit arriver à la fin des véhicules thermiques. Moi, je me suis posé longtemps la question sur les bienfaits de l'hydrogène. Et a priori, on pourrait transformer un moteur thermique relativement facilement en moteur hydrogène. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer, et j'ai un peu peur qu'en fait l'échéance de 2035 empêche une évolution vers l'hydrogène et de faire du tout électrique. Oui, bonjour. Étienne Tiapon, Fédération Construction Bois. Alors les autres gros émetteurs de CO2 avec le transport et la logistique. Alors il y a plusieurs questions que je me pose quand je vous entends parler, parce que c'est assez semblable à ce qu'on rencontre en ce moment dans la transition énergétique au niveau de la construction. Moi, ce qui me dérange beaucoup dans cette réflexion sur les émissions, c'est le point de vue, on va dire le périmètre européen. Parce qu'aujourd'hui, s'il s'agit de limiter les émissions de CO2 au niveau de l'Europe, les véhicules électriques en France seraient très peu émissifs, compte tenu du fait que nous avons une électricité totalement décarbonée, ou pratiquement décarbonée. Donc, rouler en voiture électrique en Allemagne ou en Pologne, c'est quelque chose qui est très hautement émissif de CO2. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me pose un problème. Je me demande où on va chercher la politique européenne. Si elle est vraiment, quelque part, elle a pour objectif de réduire les émissions, elle devrait très largement encourager la construction de véhicules électriques en France, qui sont majoritairement français. Merci. Oui, Jacques Béraud, donc de l'URI PACA. J'avais justement une question sur le niveau européen aussi, mais pas tant le côté du mix énergétique, le côté des stratégies aussi, parce qu'on est tous soumis à la concurrence des Chinois, on est tous soumis aux baisses d'emploi, enfin on a eu les dernières annonces de Volkswagen, donc quid d'une stratégie européenne sur l'automobile? Je vais commencer par la stratégie quid d'une stratégie européenne. Évidemment, côté secteur automobile, c'est ce que nous souhaitons, c'est ce que nous demandons. Juste pour information, avant les décisions de 100% électrique en 2035, la PFA portait justement une position sur la neutralité technologique en laissant le soin aux connaisseurs, c'est-à-dire aux ingénieurs, aux experts, le fait de proposer des solutions technologiques qui permettraient justement d'atteindre cette neutralité carbone en 2050, puisque c'est bien l'objectif final que nous souhaitons tous atteindre. Donc oui, c'est ce que nous souhaitons. Il y aura une clause, en tout cas par rapport à ce paquet climat, une clause de revoyure donc très prochainement. Et donc nous avons de multiples discussions maintenant depuis la mise en place de la commission avec les députés européens pour voir comment cela peut être pris en main au niveau de l'Europe. Après, sur le fait de dire qu'effectivement construire en France est le meilleur moyen de décarboner, oui, ça nous l'avons démontré, vous le démontrez également. Nous avons l'énergie la plus décarbonée dans notre pays parce qu'on a une énergie nucléaire et pourtant, alors on est revenu sur les décisions qui ont été prises précédemment et heureusement,
Et après sur le calcul des émissions CO2. Alors moi je ne suis pas ingénieur et je ne fais pas ces calculs, donc je saurais mal finalement expliquer cette manière de le calculer. En tout cas, ce qu'on sait, et ça Jean-Marie l'a expliqué, donc le secteur du transport, c'est 30% des émissions CO2 en France. L'automobile, d'ailleurs, un des premiers dans ces 30%. Mais nous savons que pour décarboner le transport et pour décarboner l'automobile, de toute façon, la meilleure solution, c'est de passer à l'électrique. En prenant l'ensemble de l'analyse du cycle de vie de la voiture, c'est-à-dire de la fabrication, donc conception, fabrication, c'est très émetteur, effectivement, de CO2, notamment sur la fabrication de la batterie, 50% d'émissions sur l'ensemble de la partie conception, fabrication, production, mais au final, avec la partie usage, on est à 20 à 30% d'émissions en moins qu'un véhicule thermique sur l'ensemble du cycle de vie de la voiture. Peut-être tu veux rajouter quelque chose, Fred, sur la partie... Sur la partie Europe. Ouais. Sur la partie Europe, il y a des constructeurs. Bon, Volkswagen est en difficulté, clairement. C'est un mastodonte qui vendait partout dans le monde. Le dernier accord Mercosur, finalement, de Madame van der Leyen, ça va permettre, alors pas à Volkswagen parce qu'ils avaient déjà une usine, par exemple au Brésil, de vendre des voitures, ça va permettre à BMW, Daimler et à Audi qui n'ont pas d'usine en direct de pouvoir exporter leurs voitures. Donc il y en a qui ont d'autres stratégies que les nôtres, c'est d'aller sur des marchés où on n'est pas limité à 95 grammes pour continuer à vendre des véhicules moteurs thermiques et pas forcément de l'électrique. Donc la stratégie européenne, pas vraiment quoi. Pour l'instant, alors même si j'ai entendu que Olaf Scholz était en train de demander un soutien de l'Europe pour qu'on puisse acheter des véhicules électriques, c'est hallucinant de sa part. Après, le groupe Stellantis, c'était pas dans la même philosophie parce que c'est Peugeot, Citroën, Fiat, ils étaient sur le marché américain en fait avec Jeep et Dodge, donc ça leur allait super bien. Bon là ils ont d'autres soucis, c'est le problème des très gros, hein. Au bout d'un moment ils commencent à avoir des soucis quand on est trop gros dans ce système là, hormis Toyota, tous les autres on prenne un bouillon au fur et à mesure, hein. Volkswagen a pris son bouillon avec son Dieselgate, on a eu General Motors qui s'est écroulé, on leur a effacé la dette, donc il y a toujours un risque, mais en Europe pour l'instant c'est complètement décousu. Et on va dire que ce sont souvent les Allemands qui mènent la danse, quoi. Il n'y a pas à se leurrer. Si je reviens sur un prix en Allemagne, ouais. Si je reviens sur un truc sur le prix de l'énergie, l'énergie est décarbonée en France, certes, mais elle reste chère parce qu'on a un prix européen de l'énergie qui est indexé sur celui du gaz. Donc pour les Allemands, ça leur allait très bien tant qu'ils achetaient du gaz russe. Depuis qu'ils vont ils fournir du gaz par méthanier des États-Unis, ça va moins bien. Donc effectivement, on a presque une perte de compétitivité à nouveau à cause d'eux sur ce sujet-là, quoi, sur l'énergie. Donc quand on charge nos batteries, et là du coup je vais rejoindre qui me parlait des batteries chargées en Pologne. Un temps, pour la Zoé, on avait un deal avec LG qui fabriquait nos batteries en Pologne. C'est moins cher, et chargé en Pologne. Donc autant vous dire que quand on les ramenait sur les Zoé, on avait un bilan qui était très mauvais. Donc on a commencé à changer la donne très vite, hein, on avait vite fait nos calculs. Et donc oui, un véhicule électrique sur le marché européen, c'est bien quand c'est chargé à un endroit où l'énergie elle est majoritairement décarbonée. Donc effectivement, en Pologne et Allemagne, va falloir se poser des questions. Donc ça, c'est sur ces aspects-là. Je vais en répondre pour la partie hydrogène. Allez, si tu veux, après on passera la parole à Dominique. Donc sur l'hydrogène, c'est techniquement faisable, effectivement, de faire des transformations techniques, enfin vraiment purement d'un travail d'ingénieur pour utiliser des moteurs thermiques avec de l'hydrogène.
En revanche, il faut se poser la question de la production en elle-même de l'hydrogène. Ça peut être très énergivore. Et puis, pour ne rien vous cacher, nous, on a une filiale qui s'appelle IVIA, qui est basée à Vervilliers-Saint-Frédéric, hein, et qui est en phase de recherche de repreneurs, dépôt de bilan, parce que le partenaire c'est une boîte Plug Power, hein, boîte américaine, ça décolle pas, et du coup ils vont se recentrer sur leur activité, et je pense qu'ils vont retourner dans leur pays, quoi. Donc l'hydrogène, on a lancé un pari. Pour l'instant, ça n'a pas accroché plus que ça, quoi. Voilà. Mais après, c'est le problème de la production de l'hydrogène, hein. C'est pas forcément si simple que ça, quoi. Donc, pour dire l'hydrogène, chaque fois qu'on produit un truc, de toute façon, il y a une perte de rendement, hein. C'est l'entropie classique, dégradation d'énergie. Donc, avant de faire de l'hydrogène, s'il faut une éolienne, un machin, c'est pas gagné, quoi. Le cycle complet est pas un super rendement. Voilà. Dominique, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, merci. Je voudrais rajouter 2 choses. Un, je mets +1 sur ce qui vient d'être dit sur la situation de l'Allemagne. Enfin, ce dont je voudrais témoigner, c'est que par exemple, les difficultés actuelles de la filière automobile en Grand Est, c'est pas que le passage à l'électrique. Loin s'en faut. C'est d'abord l'interdépendance avec l'Allemagne. On a des boîtes de pointe qui avaient des carnets de commandes remplis et qui du jour au lendemain ont été dans des logiques de PSE parce que les carnets de commandes allemands c'était tari. Et l'Allemagne a tari ses carnets de commandes vis-à-vis des sous-traitants français pour les raisons que tu viens de dire. C'est-à-dire le modèle économique précédent, c'était on construit des voitures grâce au gaz russe pour les vendre aux Chinois. Manque de bol, il n'y a plus de gaz russe et maintenant les Chinois produisent eux-mêmes leurs véhicules. Donc le modèle allemand se casse la figure. Et on voit que la question de l'électrique, finalement, elle est dans l'équation, mais c'est vraiment pas la seule donnée. Du point de vue écologique, 2 choses. Un, depuis longtemps, la CFDT prône le mix énergétique, et je pense qu'il n'y a pas de solution miracle, hormis la sobriété et le mix énergétique. Et je reviens sur la sobriété. Pensez qu'on pourra simplement, d'un point de vue écologique, régler la question en transformant le parc actuel thermique en parc électrique est une folie. D'un point de vue écologique, Tesla est une folie. Je veux dire, pour passer le parc français de voitures thermiques en voitures électriques, il faut utiliser 30% des terres rares du monde entier. Donc on voit que, à l'échelle de la planète, le système ne fonctionne pas. Voilà. C'est bien une remise en cause des modes de transport complets et de la nature même des véhicules individuels qu'il faut questionner. Donc, en conclusion, sur ce sujet-là, merci en tout cas. Voilà, ce qu'on voulait mettre en évidence, c'est qu'à un moment donné, il faut avoir aussi un certain courage pour dire les choses et les dire clairement. Voilà. Dans la première étude que nous avions portée, nous avions mis 25% de sobriété. C'est-à-dire qu'on incluait une baisse de 25% de la production sur les reports modaux dont tu parles. Il y a une deuxième étude qui vient de sortir il y a peu de temps avec la Fondation Nature et l'Homme aussi, qui met en évidence que, en fait, il y a une question aussi autour de la taille des véhicules. Et c'est pour ça que la question qui est posée sur l'échelon européen, etc., elle est assez fondamentale. La question, c'est quel véhicule mettons à disposition et pour quels usages. Voilà. Donc, si on veut tous rouler en gros SUV avec des batteries pour faire 1000 km, ça ne marchera pas. Et du coup, la transition ne pourra pas être juste non plus. Et elle sera surtout pas juste pour les ouvriers. C'est une chose, mais on l'a dit, il y a un rapport, on va dire, évident avec une destruction qui va être majoritairement sur ces emplois ouvriers, mais elle ne sera pas juste pour les ingénieurs et cadres non plus de toute façon, parce qu'on n'aura pas ces viviers d'emploi qui nous permettront d'aller travailler sur ces secteurs-là. Voilà, donc l'échelon européen il est pertinent, c'est pas histoire d'avoir une approche protectionniste, mais tout ce qu'on peut faire à l'intérieur du marché européen, faisons-le au niveau du marché européen. Allons chercher des compléments d'activité, si nécessaire, à l'extérieur de l'Europe ou des compléments de produits à l'extérieur de l'Europe. Mais faisons à l'intérieur de l'Europe ce qui est faisable. Et ça devrait aussi contribuer. Mais voilà, on voulait vous mettre en évidence, effectivement, une filière, celle de l'automobile, dont le système à la fin... il n'est pas équilibré, il ne peut pas être équilibré en termes d'emploi, il ne peut pas être équilibré en termes de ressources structurellement. Juste dans la première étude, ce qui était mis en évidence, c'est que le passage du diesel à l'essence, c'était 40% de ressources en moins. Ça n'a jamais été discuté, enfin, Caroline peut en témoigner, on n'a jamais renvoyé le message inverse. Donc ça veut dire qu'on est sur un système qui n'est pas équilibré, qui ne peut pas être juste s'il reste
centré sur son activité historique qui est le secteur de l'automobile. Voilà. C'était ce qu'on voulait surtout mettre en perspective. Merci beaucoup. Donc on a dépassé de 5 minutes.